Bonjour à tous, merci pour vos petites vidéos la dernière fois, après nos derniers échanges, vos petites vidéos pour nous souhaiter une bonne année. Depuis on a encore bien roulé, donc nous avons traversé le Laos et nous sommes désormais revenus en Thaïlande depuis une quinzaine de jours. Donc depuis le début on est maintenant à autour de 6500 km et la semaine prochaine nous passerons en Birmanie pour poursuivre notre périple. C'est la roue dentée arrière qu'il y a sur les vélos et qui permet d'assurer la transmission avec la chaîne. Et donc un voyageur, on ne va pas vous le définir, et donc un pignon voyageur, il y avait l'idée à la fois d'assurer la transmission entre la France et l'Asie, de tourner synchronisé sur le vélo, de prendre de la hauteur pour ce qui est du pigeon voyageur et de voyager avec légèreté, et en même temps d'être un peu les messagers pour les parrains, pour faire le lien avec les filleuls. Donc voilà un petit peu pourquoi on s'appelle les pignons voyageurs. Et sur la question du budget, vous nous avez posé plusieurs fois cette question, et en fait un voyage tel que nous le faisons n'est pas si coûteux que ça pourrait paraître. Alors il y a les achats de départ qui ont été le vélo, le matériel, etc. qui sont assez importants, mais qui sont des choses que nous garderons pour longtemps, on espère. Il y a eu quelques achats ponctuels avant le départ, je pense notamment aux billets d'avion et à l'assurance, donc ça c'est un budget d'environ 1 000 €. Et après, il y a les dépenses sur place, mais sur place, il faut savoir qu'on est donc dans des pays où le coût de la vie est quand même nettement moins élevé qu'en France. On mange pour 1 à 2 € par personne, on se loge quand on prend un petit hôtel, une guest house, on se loge dans quelque chose de pas cher à 5 € pour deux. Et donc là, on vit en moyenne avec 15 € pour deux par jour, ça fait 500 € par mois. Donc c'est quand même pas du tout les mêmes montants qu'en France. Et donc on arrive à financer ça uniquement avec les économies qu'on avait mises de côté avant. En termes de kilomètres à vélo par jour, il est aux alentours de 140 je pense, jusqu'ici. Alors le but de notre voyage bien sûr c'est pas de faire grimper ce record parce qu'on n'est pas vraiment là pour le défi sportif, mais c'est plutôt d'abord pour la découverte et pour la rencontre. Et donc durant la journée on se laisse beaucoup de temps aussi pour ça, pour aller vers les gens et découvrir leurs coutumes, leur culture. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on fasse des arrêts pendant notre journée de vélo. Par exemple, un jour, ça a été pour un festival de danse traditionnelle qui avait lieu sur notre chemin. Et on s'est dit que c'était une occasion à ne pas manquer quand même, d'aller découvrir les danses. Sont toujours intéressantes à découvrir. Bon, parfois, c'est pas toujours simple de s'y adapter. Je pense notamment au nord du Vietnam, il y avait une tradition qui est de faire des lao, des repas de fête à base de fondue. Et donc, il y a un bouillon, un plat d'huile au centre de la table et tout le monde y fait cuire ses morceaux de poisson, ses morceaux de viande ou ses légumes. Mais c'est la tradition de servir les personnes qui sont invitées. Et donc Pierre et moi étions souvent invités à ce genre de fête. Dans ces cas-là, on ne peut pas choisir ce qu'on mange. Voilà, c'est les gens qui nous servent eux-mêmes. Et donc pour moi, c'était pas toujours facile à vivre parce que ce qu'on me servait me plaisait pas toujours.
Mais bon, on s'y adapte et puis finalement c'est la convivialité qui prend le dessus et ça nous a vraiment permis de vivre de très belles rencontres. Alors bien sûr, il y a des journées plus difficiles que d'autres. Ça dépend de la météo, ça dépend de l'état de la route, ça dépend de s'il y a des montées, si on est fatigué, si on a bien dormi, comme dans la vie de chacun, je pense. Après, je pense qu'on garde aussi le sourire parce qu'on a malgré tout conscience de la chance qu'on a de vivre un tel voyage et puis qu'on a toujours des belles choses, des belles rencontres et des beaux paysages et qu'on en profite bien. On a aussi eu des jours où on a eu des problèmes techniques avec le vélo ou bien le fameux accident ou tel petit souci de santé. Mais finalement, on a souvent su rebondir assez facilement, rencontré la bonne personne au bon moment qui nous a permis de passer facilement au-dessus de ça. On a aussi des journées plus ou moins faciles en couple, forcément. Mais je pense que depuis le début du voyage, peut-être particulièrement avec les épreuves qu'il peut y avoir dans le parcours, on a beaucoup appris à se comprendre et à connaître nos différences, à accepter qu'on vit les choses différemment et du coup aussi à s'aimer mieux. En mobilisant notre entourage afin de développer des parrainages d'enfants en Asie, ce qu'on leur apporte, c'est du coup d'abord un soutien financier, parce que les parrains envoient mensuellement une somme d'argent pour permettre d'aider l'enfant à aller à l'école. Donc c'est d'abord ça, mais c'est pas directement nous qui apportons ça, même si on a aussi une filleule qu'on accompagne au Vietnam. Et après, ce qu'on apporte par contre, c'est de créer une relation entre le parrain en France et son filleul. Et donc quand on rencontre les filleuls, on a souvent sous la main une petite vidéo qu'a préparé le parrain ou un petit texte, un dessin voilà, qu'on peut présenter au filleul. Ça lui permet aussi de se faire une idée de qui est son parrain et que la relation soit voilà, dans les deux sens, qu'il n'y ait pas simplement l'interview sur le filleul, mais qu'il y ait aussi des informations sur le parrain. Et enfin, il nous est arrivé plusieurs fois dernièrement d'être invités à manger lors des visites des filleuls. La famille de l'enfant nous a préparé un beau repas à partager. Et donc dans ces cas-là, c'est l'occasion d'aller encore plus loin dans la relation et de partager vraiment un moment de leur quotidien. Alors dans ces rencontres, on ressent d'abord de la joie, mais c'est vrai que ça nous est déjà arrivé d'être un peu bousculés et de nous sentir un peu tristes face à une situation d'un enfant. Alors ce qui nous rend tristes souvent, c'est pas d'abord la pauvreté, c'est plutôt la misère, souvent la misère sociale due à une situation compliquée. Mais ces situations-là, on les retrouve aussi en France. Hein. Elles ne sont pas typiques d'un pays pauvre. On les retrouve partout. Et dans ces cas-là, on se dit que c'est d'autant plus important qu'il y ait vraiment des gens qui soient là pour soutenir ces enfants. Alors effectivement, j'ai eu un petit accident au Vietnam puisque je me suis fait renverser par une moto quand j'étais à pied, assez violemment. Alors, heureusement, j'avais mon casque de vélo qui m'a bien protégé. Et je me suis retrouvé à l'hôpital avec un trauma crânien et puis quelques blessures aux bras et aux jambes. Alors je vais beaucoup mieux, tout s'est bien remis. Et effectivement, ça a été l'occasion de découvrir un peu un hôpital vietnamien. Alors je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais celui qu'on a vu, ça faisait assez peur. J'ai d'abord été dans un petit dispensaire de campagne qui était juste à côté du lieu de l'accident, où j'ai été simplement sur une natte, où on m'a mis des compresses. Et après, Lucie a réussi à obtenir qu'on ait une ambulance qui vienne me chercher et qui m'emmène à l'hôpital. Et là, on est arrivé dans l'hôpital
de la grande ville de la province, normalement, où il y avait quand même un IRM, donc c'était quand même un hôpital a priori assez développé. Mais pour nous, ça ressemblait plutôt à un hôpital de guerre avec un grand hall où il y avait peut-être 40 ou 50 brancards les uns à côté des autres, avec plein de monde du coup entassé. Certains qui avaient l'air de se demander ce qu'ils faisaient là, d'autres qui semblaient sur le point de mourir. Donc voilà, l'ambiance n'était pas très agréable. Et après, en termes de soins, ça semblait pas très structuré. En insistant, on a fini par obtenir qu'on fasse un IRM de ma tête. Et quand ils ont accepté de faire ça, après ils ont commencé à faire un scan du torse, du bras, de l'épaule, etc. Donc on les a arrêtés en disant c'est bon, ça va aller. Et par contre, personne n'a désinfecté mes plaies avant qu'on insiste et qu'on demande. Et à ce moment-là, du coup, ça a été désinfecté avec de l'eau et du coton au niveau des bras et des jambes, rapidement. Ma tête, on n'y a pas touché et on n'a pas retiré mon t-shirt, donc on n'a pas vu les plaies que j'avais derrière le dos. Donc en fait, c'est plutôt Lucie qui a joué les infirmières après le passage à l'hôpital, qui m'a coupé les cheveux et rasé le crâne autour de la plaie pour nettoyer, etc. Et puis ça s'est très bien soigné comme ça, donc ça a été. Mais on avoue que sur ce qu'on a découvert des hôpitaux au Vietnam, c'est quand même pas tout à fait les mêmes standards d'hygiène et d'organisation. Pas mal de questions autour du bien-être et de la santé. Je pense que sur ce qui est de l'hygiène de vie, le fait qu'on soit tout le temps dehors, qu'on fasse du coup beaucoup d'activités physiques et qu'on ait des longues nuits de repos, je pense qu'on a plutôt une bonne hygiène de vie. Concernant ce qui est hygiène corporelle et lessive, en fait on n'a pas trop de difficultés à se laver tous les jours, à faire des lessives quasi quotidiennes ou tous les 2-3 jours, souvent à la main, en se faisant héberger ou occasionnellement en prenant une guest house. Après, c'est pas toujours une douche, on va parfois se laver au baquet ou au Laos, ça nous est arrivé de se laver au robinet du village avec un seul robinet pour tout le village, mais ça n'empêche pas de se laver correctement. Et après, effectivement, il fait chaud, en ce moment il fait autour de 38-40 degrés dans la journée, mais je pense qu'on s'y habitue petit à petit, que notre corps s'habitue aussi, s'adapte très bien et s'habitue à l'effort, etc. Et donc c'est parfois compliqué à supporter, mais c'est jamais insupportable. Et pareil pour les moustiques, on fait avec. Il y en a, on essaie de se mettre en tenue longue le soir pour limiter la casse, et puis voilà, ça se passe bien. Par rapport à vos dernières questions, je pense qu'on mange correctement, même si on a l'impression de manger assez souvent la même chose. En tout cas, on mange toujours du riz et des nouilles de riz. Est-ce qu'on a maigri? Sans doute un petit peu, mais peut-être qu'on l'a remplacé par de la masse musculaire. En tout cas, on ne se sent pas faible. Et au niveau de la fatigue, on n'a pas de fatigue durable due à un effort intense ou quelque chose comme ça. Je pense que ça rejoint un peu le sujet de l'hygiène de vie. Par contre, on dort beaucoup, on a besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer, donc on fait facilement des nuits de 9-10 heures. Mais le rythme d'ici est assez approprié pour ça, puisque les gens se couchent tôt et qu'on vit un peu plus avec le soleil que par chez nous. Donc on se couche tôt, on se lève tôt, mais du coup on est parfois fatigué, mais globalement on a une hygiène de vie tout à fait correcte. Que la France nous manque, parce que c'est vrai qu'on est pleinement dans ce qu'on vit ici, donc on n'a pas la tête en France. Voilà, on vit les choses jour après jour ici. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que ces derniers temps, on a rencontré pas mal de touristes ou de cyclotouristes sur la route qui parlaient français, avec lesquels on a pu avoir des échanges du coup en français.
Et en fait, ça fait du bien de parler français de temps en temps quand même. On parle français entre nous, mais c'est vrai que parler avec d'autres en français, pouvoir avoir des échanges un peu plus profonds et parler de notre voyage, c'était sympa. Après, en ce qui concerne le confort, non, on n'est pas vraiment en manque de confort. Et on se dit même qu'à notre retour en France, on aimerait une vie peut-être plus simple à ce niveau-là, parce que ça nous fait du bien en fait. Alors il y a toujours cette fameuse question de en quoi ça nous a changé. Alors désormais, Lucie a un nez tout brûlé et puis moi j'ai des cicatrices sur les genoux et les coudes qu'on n'avait pas. Non, mais plus sérieusement, je pense que ce voyage, ça nous ouvre à tout un tas de choses, à des nouvelles cultures, à des modes de vie différents, à une certaine sensibilité sociale, culturelle, voilà, sur des sujets qui nous ont peut-être un peu bousculés, aussi dans les nombreux échanges qu'on a eus sur le vélo ou bien qu'on a eu avec d'autres. Et je pense que pour l'instant, on absorbe beaucoup de choses, on s'enrichit de beaucoup de choses, et qu'après tout ça, ça va prendre du temps à mûrir, et puis donc c'est un petit peu difficile de dire aujourd'hui en quoi ça nous change et en quoi ça va nous changer pour demain, parce que je pense que ça va continuer à évoluer, à nous changer durablement dans nos vies. Mais je pense qu'on pourra peut-être déjà en parler avec un peu plus de recul si on a l'occasion de se voir en fin d'année. Et puis après, on verra bien ce qu'il adviendra dans les mois ou années à venir. Et d'ailleurs, ça fait le lien aussi avec votre question de recherche de travail. Alors, on vous a expliqué dans notre vidéo précédente que suite à cette année d'itinérance, notre projet c'est de partir 1 an en volontariat. Et pour la suite, à notre retour en France, la recherche de travail, c'est pas du tout un sujet qui nous inquiète, parce que dans les domaines qui nous intéressent, qui sont liés un peu à l'économie sociale, etc., il y a des choses qui se créent, il y a des choses encore à créer. Je pense que les expériences qu'on a là maintenant seront plutôt des atouts par rapport à ça. Et les métiers qu'on avait avant sont des choses qui nous plaisaient et dans lesquelles il y aura peut-être de nouvelles opportunités aussi. Et donc on est confiant et puis on verra bien. Et si on se projette encore plus loin sur la question des enfants, c'est un petit peu tôt aujourd'hui pour s'y projeter. On a rencontré ou lu des choses sur des familles qui voyagent, et c'est vrai que moi en tout cas ça a tendance à me faire rêver. Mais je pense que en tout cas on sera attaché à les ouvrir à tout ce genre de choses et à sensibiliser à une ouverture culturelle importante. Après, à savoir la forme que ça prendra, on verra ça en temps opportun. Sur comment est-ce qu'on a fêté Noël aux Philippines et pourquoi est-ce que le prêtre avait un crocodile dans son jardin. Ce sont des questions qui feront écho à nos récits et donc on vous invite, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce que l'on vit au quotidien, à lire nos récits ou à consulter quelques vidéos sur notre site internet. Merci beaucoup de nous suivre, en tout cas ça nous touche beaucoup et ça nous fait plaisir de vous partager notre voyage. À bientôt!